Alors au début, ça vient d'un intérêt, je dirais, personnel de Al Pothoff, physicien, et de Russell Targ. Ils étaient en contact avec un voyant, un artiste peintre qui s'appelle Ingo Swann, qu'on appelle maintenant qui est devenu le père de la vision à distance. On est au début des années 70. Il l'invite dans un laboratoire à Stanford et il lui demande d'influencer à distance un dispositif électromagnétique qu'il a non seulement fait dérailler le fonctionnement de l'objet, mais il a en plus décrit l'intérieur de l'objet, les composants électroniques, et tout ça a donné lieu à un rapport qui a été rédigé par Al Pothoff. Ce rapport, d'une manière ou d'une autre, est arrivé sur un bureau de la CIA, et c'est comme ça que ça a démarré. Bon, alors le programme Stargate a été déclassifié en 95. Ouais. Donc il a commencé en 72, il s'est terminé en 95. Donc, ça fait 23 ans durant lequel le gouvernement américain a utilisé des intuitifs ou des espions psy pour faire de l'espionnage, ce qu'on appelle de l'espionnage psychique, c'est-à-dire faire de la récolte d'informations. Donc l'application, elle est très concrète, elle est très pragmatique, c'est une application militaire d'aller obtenir de l'information sur des cibles, pas seulement les Russes, mais aussi des narcotrafiquants ou des dictateurs. Ils ont fait plus de 2500 opérations d'espionnage psychique. Toutes les agences du gouvernement américain ont eu affaire à ces espions psy. Il y avait, je dirais, au top du programme, quand c'était en 84, 85, il y avait plus de 20 espions psy qui travaillaient sur des cibles. Le programme était audité chaque année, il avait des bons résultats, donc ils l'ont maintenu. C'est aussi simple que ça. Tout le monde voulait l'utiliser, mais personne ne voulait le financer. C'est pour ça qu'il a été financé par l'armée de l'air, il a été financé par la CIA, il a été financé par la DIA, mais tout le monde l'a utilisé, y compris les services secrets. Ça me fait penser à une séance d'une de mes élèves. La cible que j'ai créée, donc évidemment elle ne la connaissait pas, elle part d'une page blanche, c'était une attaque de citernes par des drones en Ukraine. Dans sa séance, elle dessine les citernes, elle parle des émotions, de peur, d'angoisse, d'enquête médiatique, etc. Elle me dessine le drone. Vraiment, c'était impressionnant. Et au bout d'un moment, elle écrit, c'était à la 4e étape, elle a mis opération spéciale. Fabrice Bonvin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Paranormal Show. On est vraiment très content de vous avoir dans notre émission. Fabrice, vous êtes enquêteur ufologue, conférencier et écrivain suisse. Vous êtes titulaire d'un master en psychologie de l'Université de Genève et vous vous êtes consacré à l'étude de phénomènes que la science peine encore à expliquer, perception intuitive, remote viewing et ovni. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'ufologie, vous explorez les liens entre perception extrasensorielle, ovni et conscience humaine. Convaincu de l'importance de l'intelligence intuitive face aux avancées de l'intelligence artificielle, vous avez fondé l'Académie de l'intuition pour promouvoir le développement de cette faculté. Vous avez également exercé en tant que responsable des ressources humaines au sein de multinationales. Dans un monde où beaucoup réduisent l'inexpliqué à une simple anomalie de perception, vous conciliez approche scientifique, théorisation et expérimentation pour tenter de comprendre ce que ces sujets signifient pour l'avenir de la science, de la connaissance et de notre société. Fabrice, une première question. Pour commencer, c'est quoi le remote viewing ? Le remote viewing, c'est la vision à distance en français. C'est une capacité à se connecter à des informations par son intuition et de décrire ces informations qui ne sont pas accessibles immédiatement dans le temps et dans l'espace. Allez-y, c'est né comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça existe ? Alors, ça existe grâce à des physiciens, des ingénieurs de l'université de Stanford. Ils s'intéressaient à ce qu'on appelle la parapsychologie. Et puis, ils ont voulu travailler sur des protocoles qui permettent justement de décrire et de ressentir et de percevoir des choses qui ne sont pas accessibles aux 5 sens ordinaires. On appelle le 6e sens. Voilà. Ces recherches
se sont déroulés, je dirais, dans un contexte très particulier, dans un contexte de guerre froide. Et l'idée était de pouvoir mettre en place un programme de contre-espionnage, puisqu'ils se doutaient, ou même ils avaient des informations que les Soviétiques étaient en train de mener des recherches en parapsychologie d'influence à distance. Donc au départ, c'est né pour un objectif militaire ? Alors au début, ça vient d'un intérêt, je dirais, personnel de Alpatov, physicien, et de Russell Targ, et en parapsychologie. Et je peux raconter une anecdote assez intéressante à ce sujet. Ils étaient en contact avec un voyant, un artiste peintre qui s'appelle Ingo Swann, qu'on appelle maintenant qui est devenu le père de la vision à distance. Le premier remote viewer ? Un des premiers remote viewers, voilà. On est au début des années 70. Il l'invite dans un laboratoire à Stanford et il lui demande d'influencer à distance un dispositif électromagnétique. C'était un prototype. Il n'y avait qu'un seul objet de cette nature-là. C'est un objet qui ressemble à quoi ? C'est un objet sous cloche, à peu près cette taille. Voilà, comme ça. Et ils lui ont demandé d'influencer son fonctionnement. Il a réussi à le faire. Ça a été mesuré scientifiquement. Mais en plus de ça, il a réussi à percevoir le mécanisme à l'intérieur de cet objet. De percevoir à distance le mécanisme. Parce que l'objet n'était pas dans la même pièce que lui ? Non, pas du tout. Non, il ne le voyait pas. Il était en gros dans le même bâtiment, mais il n'avait jamais vu cet objet. Il n'avait pas vu les plans, il n'avait pas vu le brevet. C'était un objet, c'était un prototype. Il n'avait aucun moyen de savoir comment fonctionnait cet objet. Donc, il a non seulement fait dérailler le fonctionnement de l'objet, mais il a en plus décrit l'intérieur de l'objet, les composants électroniques, les circuits électroniques, etc. Et tout ça a donné lieu à un rapport qui a été rédigé par Alpatov. Ce rapport, d'une manière ou d'une autre, est arrivé sur un bureau de la CIA. Et quelques jours plus tard, Alpatov se voit rendre visite, est visité par des agents de la CIA. Ils lui ont dit, mais c'est vous qui avez écrit ce rapport. Il a dit, oui, c'est bien moi. Et il lui a dit, mais attendez, là, votre voyant, il est capable de voir à distance comment fonctionne cet objet. Donc, s'il est capable de faire ça, il est capable de voir ce que font les Russes à 6000 km d'ici, en Sibérie, dans leur base navale ou sur leur site d'armement nucléaire. Et c'est comme ça que ça a démarré, le programme Stargate. C'est comme ça qu'on l'appelle, le programme Stargate. Un programme classifié, secret défense. Et aujourd'hui déclassifié. N'importe qui peut retrouver ces informations-là sur le web ? Ça a été déclassifié en 1995 et on peut retrouver une grande partie des archives du programme Stargate sur le site de la CIA. Aux États-Unis, ils ont une loi qui s'appelle la Freedom of Information Act, que je traduis par la loi sur la liberté de l'information, qui permet à n'importe quel citoyen de demander au gouvernement de rendre public des documents s'ils ne posent pas de problème à la sécurité nationale. Et le gouvernement, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu public des dizaines et des dizaines de milliers de pages du programme Stargate. On va autant retrouver des expériences intuitives de remote viewing qu'on va retrouver des protocoles ou même des expériences qui ont été faites sur les Russes, du remote viewing opérationnel, sur les cibles russes. On va évidemment rentrer dans le détail de ces cas-là, dans ces plus grands viewers qui ont fait qui ont accompli des choses assez extraordinaires. Mais juste avant, vous voulez parler de déclassification. Pourquoi ? C'est quoi la théorie ? Pourquoi c'est déclassifié maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors le programme Stargate a été déclassifié en 1995. Donc il a commencé en 1972, il s'est terminé en 1995. Donc, ça fait 23 ans, durant lequel le gouvernement américain a utilisé des intuitifs ou des espions psy pour faire de l'espionnage, ce qu'on appelle de l'espionnage psychique, c'est-à-dire faire de la récolte d'informations. Donc l'application, elle est très concrète, elle est très pragmatique, c'est une application militaire d'aller obtenir de l'information sur des cibles, pas seulement les Russes, mais aussi des narcotrafiquants ou des dictateurs. Ils ont fait plus de 2500 opérations d'espionnage psychique. Toutes les agences du gouvernement américain ont eu affaire à ces espions psy. Il y avait au plus grand, au top du programme, quand c'était en 84, 85, il y avait plus de 20 espions psy qui travaillaient sur des cibles. On pourrait dire 20, seulement 20 ? Ils ont trouvé que 20 personnes qui avaient ces capacités-là ou qui étaient entraînées ?
ils étaient triés sur le volet. Ouais. Au départ, ils avaient identifié des centaines de prospects. Ils leur ont fait passer des tests. C'était des militaires, ces prospects? C'était des militaires, tout à fait. Ils ont passé des tests psychologiques, des batteries de tests, des questionnaires. Ils ont été testés aussi sur leur capacité extrasensorielle, capacité en termes de précognition, de télépathie et aussi d'ouverture d'esprit. Il faut penser que ces phénomènes sont possibles pour pouvoir les faire manifester, mais aussi le fait d'avoir une bonne culture générale et un niveau assez élevé en termes de quotient intellectuel aide à être un bon remote viewer. Donc, il y avait un certain nombre de critères. Et pourquoi ils ont cherché que dans l'armée, que dans les militaires au départ? Parce qu'ils voulaient des gens qui restent dans le giron, ou parce qu'il y a des militaires qui ont eu particulièrement du bol dans leur parcours pour ne pas sauter sur des bombes? C'est quoi la raison pour laquelle ils ont cherché là? C'était un programme, un Special Access Programme, comme on l'appelle. Donc, un programme secret défense. Donc, ça devait rester déjà dans le giron de l'armée, c'est une première chose. Ensuite, le fait de sélectionner les militaires fait que vous connaissez aussi leur pédigré. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on appelle un background check qu'il n'y a pas besoin de faire. Ces gens, ils montrent déjà patte blanche, d'une certaine manière. Ouais. C'est des gens que vous connaissez, vous pouvez leur faire confiance. Vous les avez vus sur le théâtre des opérations également. Ouais. Vous savez qu'ils sont capables d'obéir, de suivre des protocoles. Le remote viewing est assez exigeant en matière de protocoles. Et puis, surtout, capable de suivre un entraînement assez astreignant. Les premiers remote viewers ont suivi des formations durant plusieurs mois, de manière à être capable de percevoir à distance ces cibles. Donc, l'intuition, c'est quelque chose qui se travaille, qui se muscle. Et le remote viewing va exiger qu'on suive un protocole de manière à extraire ce qu'on appelle dans le protocole le flux intuitif, voilà, pour pouvoir décrire justement ces cibles qui ne sont pas directement accessibles. Alors, emmenez-nous, Fabrice, dans leurs exploits. Qu'est-ce qu'ils ont accompli et dont on est sûr aujourd'hui? Ces premiers viewers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, alors, les exemples sont légion. Je dois parler d'Ingo Swann, parce qu'Ingo Swann a plus que participé, c'est peut-être même l'architecte du protocole de remote viewing, ce qu'on appelle le control remote viewing. Une des premières expériences qui a démontré que le remote viewing n'est pas limité par la distance et le temps, c'est qu'on lui a demandé de voir à distance Jupiter. Et il faut savoir que c'était l'époque des sondes Pioneers, qui étaient donc envoyées dans notre système solaire pour récolter de l'information sur les planètes, les astres. Okay. Et on a demandé à Ingo Swann de décrire Jupiter avant que ces sondes ne ramènent ces informations, de manière à ce que ces sondes puissent, a posteriori, confirmer ces informations ou les infirmer. Ingo Swann a listé une dizaine d'exemples, dizaine de propriétés de Jupiter qui étaient inconnues à l'époque et qui ont toutes été confirmées ensuite par ces sondes. Il a donné, par exemple, ça c'est assez connu, il a dit que Jupiter était entouré d'un anneau. On sait tous que Saturne a un anneau, oui. Mais Jupiter a aussi un anneau. Et ça, il ne pouvait pas le trouver dans un livre d'astronomie? Non, c'est impossible. Non, c'est pas possible. L'anneau est beaucoup trop fin, en fait. Il n'était pas détectable à l'époque. On ne pouvait pas savoir que Jupiter avait un anneau. Il a pu aussi donner des informations sur l'atmosphère, sur aussi, je crois, le magnétisme de la planète, sur des effets magnétiques. Voilà, il y a une dizaine de propriétés qui ont été confirmées. Et les choses qu'on ignorait avant, on est bien d'accord? Qu'on ignorait avant. Le retour de ces sondes-là. De ces sondes-là. Et confirmé après. Donc ça veut dire que le remote viewing, il n'y a pas de limite de distance. On peut voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Enfin, pour des gens qui sont doués et entraînés, on peut voir ce qui se passe à 3 mètres ou à 3000 km. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus difficile, pour moi, si je suis un intuitif, de décrire ce qu'il y a dans ta poche que ce qui se trouve en Sibérie à 6000 km d'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps et l'espace n'ont pas de prise sur cette faculté, finalement. Et autant dans l'espace, mais que dans le temps. C'est ce que j'allais vous demander, Fabrice. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le passé, ça on peut dire facile, on peut trouver les informations, mais aussi on peut aller dans le futur où a priori,
nous n'avons consciemment pas les informations. Le remote viewing permet de faire de la prospective, puis d'anticiper effectivement ce qui peut se passer dans le futur, de manière à prendre de meilleures décisions ou prendre les bonnes orientations stratégiques. Ça veut dire que les gens qui ont dit voyance, c'est des remote viewers ? Ou l'inverse, les remote viewers sont des voyants ? Ce que je dis souvent, c'est que le remote viewing, c'est de la voyance pour les nuls. D'accord. C'est-à-dire il y a plein de manières de faire de la voyance. Je dis, c'est toujours un peu un mélange d'inné, d'acquis. Il y a plusieurs méthodes aussi, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Le remote viewing, c'est comme se donner des béquilles pour pouvoir être voyant. C'est un protocole qu'on va suivre et qui va permettre d'extraire de l'information, de ressentir de l'information. En général, on va du grossier au particulier, du concret à l'abstrait. On va parquer ce qu'on appelle le bruit mental, parce qu'on produit plus de 60 000 idées, 60, 70 000 idées par jour. Oui, par jour, pas par seconde, par jour. Et en fait, ce bruit mental, ce sont des constructions, en fait. Ce sont de l'interprétation, c'est de la déduction, c'est des opinions, c'est des jugements. Des peurs. Et ça peut même être des émotions, effectivement. L'émotion n'est pas une intuition. L'émotion, c'est souvent une réaction, une intuition. L'intuition, c'est une perception. The Paranormal Show est un média indépendant. Pour nous soutenir, abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mais aussi sur votre réseau social favori. Les liens sont disponibles en description. Un commentaire, un like, un partage nous aident énormément. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir la chaîne, rejoignez-nous sur la section YouTube dédiée. La suite se construira avec et grâce à vous. Merci. Ce qu'on cherche à faire en remote viewing, c'est à ressentir, ça passe par le corps, à percevoir, et ensuite à traduire ce ressenti au niveau du conscient, en le mettant sur une feuille, par le corps, parce que le corps est un médiateur et un intermédiaire entre l'inconscient, qui a accès à ces informations, et le corps et le conscient. Voilà ce qu'on fait en remote viewing. Donc, il y a 6 étapes. Donc, il faut faire taire ce bruit. Il faut faire taire ce bruit. Pour percevoir. Oui, mais il est impossible de le faire totalement, de le faire taire totalement. Il faut être un sidi, un sidi au Tibet. Non, en fait, le bruit mental, c'est un processus réflexe. Il sera toujours là. L'idée, c'est de l'identifier comme tel, de le parquer, de l'objectiver, de manière à pouvoir se reconnecter à son intuition et à ses perceptions. Ok, donc c'est un peu comme en méditation, il n'y a pas de jugement de la pensée qui arrive, on accepte qu'elle soit là, mais pour autant, on décide qu'on ne va rien en faire, quoi. La vision à distance ou le remote viewing a beaucoup en commun avec la méditation et en particulier la méditation de la pleine conscience. On est dans l'observation, on est une posture d'observateur, on est dans le non-jugement. On doit aussi faire attention à être patient, à accueillir ses ressentis, à ne pas brûler les étapes. Il y a aussi cette notion de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas être dans l'enjeu et d'être dans le non-jugement. Il y a une idée d'être bienveillant avec soi-même. Ça semble compliqué, ce que vous décrivez avec un objectif d'aller voir ce qui se passe sur un site nucléaire en Russie pour des espions. Il faut rester zen et il faut juste y aller sans pression, sans la pression d'atteindre un objectif. L'intuition, elle se manifeste dans le jeu et la surprise. Donc, il faut prendre ça avec beaucoup de recul, dans le jeu, dans la surprise, dans le calme, et ne pas chercher à déduire ou à interpréter. La meilleure manière de faire du remote viewing, c'est de partir d'une page blanche. Je vais vous donner un exemple. C'est ce que j'allais vous demander. Si je vous dis, la cible que je vais vous demander de décrire est un personnage célèbre, vous allez penser peut-être à Napoléon, Leonardo DiCaprio, que sais-je. Voilà. Si je vous dis est non, une chose. ou un endroit touristique, vous allez peut-être penser à la Tour Eiffel, à la Statue de la Liberté, au Taj Mahal ou que sais-je. Donc en fait, le mental a horreur du vide. Le mental a besoin de contrôler. Le mental est en lien avec l'ego. Bien sûr. Donc, si je vous fais partir d'une page blanche, tout sera beaucoup plus facile pour vous, car vous ne serez pas pollué par le mental. Et c'est pour ça que je parle de bruit mental, car c'est un perturbateur. L'intuition est un signal qui est très rapide. L'intuition est toujours plus rapide que le mental, qui est très faible
Donc, il faut se mettre à son écoute. Dire qu'on n'est pas intuitif, c'est faux. En fait, on l'est tous. Tout le monde est intuitif. Tout le monde est intuitif. Spécialement peut-être les enfants qui ont moins de couches mentales. Ils sont moins contaminés par l'éducation, par les conditionnements, par la culture. Par des réflexes. Par des réflexes, par des idées toutes faites. Ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus dans l'expérimentation, ils sont beaucoup plus dans le lâcher-prise. C'est pour ça que j'ai dit, pour être un bon remote viewer, il faut retrouver son âme d'enfant. Il faut retrouver l'enfant qui sommeille en nous. Donc l'émerveillement dont on parle chez les enfants, c'est peut-être finalement le fait d'être capable d'être à l'écoute de cette intuition-là, ou tout du moins ne pas avoir une page toute écrite sur tous les sujets, quoi, justement, cette page blanche dont vous parlez. Il y a toujours cette idée de lâcher prise, d'être libéré de l'enjeu, d'être dans le non-jugement, dans l'expérimentation, dans la joie, ne pas être pris dans la routine, ne pas être pris dans la peur. Tout ça, ce sont des freins à l'écoute de l'intuition. Donc en fait, le problème, c'est dire qu'on n'est pas intuitif ne veut rien dire. C'est qu'on n'est pas à l'écoute de son intuition. Et après, c'est intéressant de savoir pourquoi on ne l'est pas. Il y a plein de raisons, mais on peut être pris dans des routines, on peut être pris dans une surcharge mentale, on peut être pris dans du stress, on peut être pris dans des angoisses. La vie. On peut être pris dans la vie. Ouais, parce que là, de ce que vous me décrivez, il faudrait être un moine, effectivement, pour pouvoir être à ce point-là détaché et être à ce point-là une page blanche. Donc ça veut dire que dans ce que vous dites, Fabrice, tout le monde demain pourrait devenir un remote viewer? Tout le monde en est capable et c'est la découverte qu'ont fait Alpetov et Russell Targ, donc les architectes du programme, Stargate. Stargate, ouais. Au tout début du programme, ils ont pris des sujets tout venants. Ils leur ont demandé de faire du remote viewing, un type de remote viewing qui est du remote viewing naturel, sans protocole, et les gens étaient capables de décrire, au-delà de l'espace et du temps, des cibles. Et ils pensaient pas arriver à ce résultat. Ils ont été eux-mêmes surpris, ils pensaient que c'était des gens qui étaient naturellement doués, qui étaient capables de le faire, et ils se sont rendus compte que, en fait, non, c'était accessible à tout le monde et que ça pouvait s'entraîner. C'est surtout ça l'idée. Moi, je le vois avec mes étudiants. Dans votre académie de l'intuition. Dans mon académie de l'intuition, ils progressent. Vraiment, ils ont des super bons résultats. Et qu'est-ce qui nous permet de décider que c'est des résultats qui sont meilleurs que le simple hasard? Parce que je veux dire, trouver la bonne cible, on a une chance sur combien pour la trouver? C'est toute la beauté du remote viewing. C'est-à-dire qu'il y a toujours un feedback. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre le remote viewing et la voyance? Alors, il y a plusieurs choses qui font que le remote viewing est unique. D'abord, on va travailler avec des coordonnées. Les coordonnées, c'est comme des balises. C'est-à-dire que moi, je vais créer une cible. Imaginons que c'est la Tour Eiffel. Je vais mettre une photographie de la Tour Eiffel sur une page et je vais y attacher une coordonnée qui est complètement arbitraire. C'est comme une balise. C'est quoi? C'est un chiffre? Ça peut être une suite de chiffres, comme ça peut être aussi quelque chose d'alphanumérique. Mais l'idée, c'est comme quand vous faites une recherche sur Internet. Vous ouvrez Google, si vous rentrez rien, il n'y a rien qui va venir. Vous devez bien rentrer des mots-clés. Et au tout début d'Internet, en fait, on utilisait des numéros IP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 192, quelque chose, etc. Ça, c'est l'adresse du site. Donc, l'idée, pour un intuitif, ou ce que je lui demande, c'est d'une certaine manière de se connecter à moi. Moi, je crée une cible, donc il y a une photographie, et il y a une instruction derrière qui est de décrire la cible au moment de la photographie. Donc, je leur demande de décrire, dans notre exemple, la Tour Eiffel au moment de la photographie, et j'y assigne une coordonnée qui est totalement arbitraire. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est que je vais juste vous donner la coordonnée avec cette suite de chiffres, et je vais vous demander ensuite de dérouler le protocole. C'est comme ça que ça se passe. On va arriver sur ce que les gens écrivent dans le protocole, mais j'ai une question avant. Pourquoi c'est pas de la télépathie avec vous dans ces cas-là? Je vais juste revenir après. Okay, je vais pas complètement allez-y, fini, excusez-moi, expliquer mon exemple. Le fait on parlait des progrès de mes élèves, mais en fait, une fois que vous faites votre protocole, vous allez décrire en termes de ressenti, de perception, les couleurs, la texture, la consistance, la température, les dimensions, les émotions qui s'y déroulent, les concepts, à quoi sert la cible, est-ce que c'est plutôt quelque chose de militaire, lié au savoir, au tourisme, on peut tout imaginer.
Donc, ils écrivent des choses liées à leurs 5 sens même. Ça peut être une sensation de toucher ou autre, une couleur, tout ça. L'utilité, un sentiment d'utilité. Et alors, allez-y, continuez. Et à la fin, alors on déroule, ça c'est sur 6 étapes. On va évacuer le bruit mental, on va noter tout ce qui est émotion, tout ce qui est jugement. Et à la fin, on aura peut-être au bout d'une demi-heure, 45 minutes. C'est long, oui, c'est long. C'est exigeant le remote viewing. Je demande à mes étudiants de faire un résumé de ce qui s'est passé, comme une espèce de journal de ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu. Et à la fin, je leur donne, et c'est ça qui est important pour répondre à votre question, je leur donne un feedback. Je leur montre la photo de la Tour Eiffel et je dis voilà, ça c'est le feedback. Maintenant, vous allez comparer ce que vous avez mis sur les feuilles. Tout doit être noté. Autrement, ça compte pas. Si c'est pas sur le papier, ça, bon, nous dire, je l'avais vu, je l'ai pas noté, ça fonctionne pas comme ça. Il y a toujours l'ego qui rentre en ligne de compte. C'est ce que j'allais dire, l'ego est là. On veut avoir raison, on veut avoir vu juste. Eh bien, ensuite, je peux comparer. La personne peut comparer les deux, donc le feedback avec leur séance, et voir ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Et c'est là où il y a une opportunité d'apprentissage. Dire, ah voilà, sur les couleurs, j'étais bon, mais sur la texture, j'étais moins bon. Et sur les formes, j'étais moins bon. Et puis en remote viewing, on doit faire aussi beaucoup de croquis. Et donc, il faut dessiner. Dessiner, voilà. En fait, c'est kinesthésique, le remote viewing aussi. Donc, c'est pas vraiment dessiner, c'est plus faire des croquis ou des gribouillis et de ressentir le mouvement qui est juste. Le corps doit être... L'intuition se développe dans le mouvement. Voilà l'idée. Et donc, ce qui est différent de la voyance, c'est qu'il y a un feedback. Il y a un feedback et on peut dire, ah ben voilà, il faut que je m'améliore sur tel ou tel aspect de ma pratique de vision à distance. Il y a un truc que je comprends pas, Fabrice, c'est que vous dites que vous avez dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui arrivait avant la pensée. Tout de suite. Mais comment ça se fait qu'une séance dans ce cas-là dure 35-40 minutes? Est-ce qu'après, c'est pas une construction intellectuelle par rapport à l'intuition de départ? En fait, ce que j'ai dit, c'est que l'intuition, elle se manifeste plus rapidement que le mental. C'est pour ça que, même si ça dure 40 minutes, on essaye d'aller le plus rapidement possible. Parce que plus vous hésitez, plus vous attendez, plus ça laisse de temps au mental de se faire un scénario, de déduire, d'interpréter, de trouver des explications. Parce que le mental, ce qu'il veut, c'est faire sens. Il veut créer une histoire. Ce qui l'intéresse, c'est le pourquoi, c'est le sens. En remote viewing, on perçoit, on ressent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est jamais basé sur l'expérience. Je vais quand même juste donner un exemple. Je veux bien un exemple. Avant de répondre à la question que j'ai déjà oubliée, mais vous allez me la redonner. Ça me fait penser à une séance d'une de mes élèves. La cible que j'ai créée, donc évidemment, elle ne la connaissait pas. Elle part d'une page blanche. C'était une attaque de citernes par des drones en Ukraine. Qui a existé ? Oui, tout à fait. C'est une photographie, je crois, de la Société Press ou de l'AFP. Voilà. C'était ça la cible. Et puis, dans sa séance, alors, elle dessine les citernes, elle parle des émotions, de peur, d'angoisse, d'enquête médiatique, etc. Quand même. Elle me dessine le drone. Vraiment, c'était impressionnant. Et au bout d'un moment, elle écrit, c'était à la 4e étape, elle a mis opération spéciale. Ensuite, j'ai un feedback avec elle. J'ai dit, bravo pour ta séance, vraiment exceptionnelle. Je lui ai dit, mais tu as marqué opération spéciale. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette séance ? Elle m'a dit, Fabrice, j'en ai pas la moindre idée. Et je dis, voilà, tu sais ce que c'est opération spéciale dans le cadre de la guerre en Ukraine et dans le cadre de cette attaque de drones sur des citernes dans un port d'Ukraine ? Eh bien, c'est le nom que donne Poutine à la guerre qui mène à l'Ukraine. Et elle ne le savait pas. Donc, c'est bien mon point ici, c'est de montrer qu'avec le remote viewing, tu vas aller chercher de l'information que toi-même, tu n'as pas dans ta conscience ou dont tu n'es pas conscient. Oui, voilà. Par contre, c'est peut-être stocké quelque part inconsciemment avec une chaîne de télé allumée ou autre. Dans un web cosmique, dans un champ informationnel, il y a plein de modèles théoriques qui peuvent l'expliquer. Il y a des physiciens qui travaillent là-dessus. Mais en tout cas, elle n'en avait pas conscience. Donc voilà, pourquoi est-ce que, je m'en souviens de la question maintenant, pourquoi ça dure 40 minutes, même si on va assez vite ? Tout simplement parce qu'il y a 6 étapes. C'est quoi ces 6 étapes ? Il faut les dérouler. Première étape, l'objectif, c'est de se connecter à la cible. D'accord ? On veut, en gros, avoir une idée. Est-ce que c'est quelque chose de naturel, d'artificiel, d'aérien, de liquide,
d'énergétique. Et on essaye aussi de se faire une idée du mouvement, de l'énergie, de la consistance et de la texture et des températures. C'est ce qu'on fait. Ça dure 2 minutes. C'est très rapide. On met le corps en mouvement, on fait ce qu'on appelle un idéogramme. On se connecte à la cible. C'est ce qu'on veut chercher à faire. On ne cherche pas vraiment encore à la décrire. On veut avoir une idée vraiment très globale. La deuxième étape, on va s'intéresser à l'aspect sensoriel de la cible. Si je suis présent sur le site, reprenons l'exemple de la Tour Eiffel, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens olfactivement? Qu'est-ce que j'entends? Si je touche la cible, comment elle est? Si je la mets en bouche, comment elle est? C'est ce qu'on fait. Donc, on va passer au travers de nos 5 sens. On va les interroger. On va beaucoup poser la question comment? Comment c'est? Si je dis c'est quoi, il y a quoi qui va venir en tête? Des noms propres, des noms communs. Tu es d'accord? Parce qu'on cherche à désigner, on cherche à interpréter. C'est pas ce qu'on veut en remote viewing. J'insiste là-dessus, on cherche à percevoir. Perception pure. Remote viewing, on décrit. C'est grand, c'est rugueux, voilà, c'est semi-dur, c'est liquide, j'entends ci, j'entends ça, on fait ça. Ensuite, on s'intéresse à l'aspect dimensionnel de la cible. En fait, plus tu avances dans les étapes et plus tu es connecté au signal intuitif. D'accord? Donc, on arrive toujours à être toujours plus dans le sensible. C'est pour ça que je disais avant qu'on passe du concret à l'abstrait. Tu vas commencer à t'intéresser aux aspects dimensionnels et ensuite, tu vas te poser la question, comment est-ce que moi, je me ressens émotionnellement face à la cible? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que je ressens rien? Et puis, il y a les émotions de base. Est-ce que j'ai de la peur, de la surprise, de la joie, du dégoût? Ensuite, je vais passer à la 3e étape. Ça, c'est un aspect kinesthésique. C'est une étape kinesthésique avec des croquis. Je cherche à spatialiser. Alors, c'est un peu chinois, mais ce qu'on appelle les gestalts, c'est-à-dire l'essence, forme de la cible. 4e étape, c'est l'étape peut-être la plus longue, où je vais m'intéresser aux aspects, alors toujours très tangibles de la cible, mais aussi après intangibles et conceptuels. À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui s'y déroule? Ensuite, l'étape numéro 5, c'est une étape qui est optionnelle et qui va permettre d'interroger, de revenir sur sa séance et d'interroger certains aspects à la manière de l'association libre, qui a fait en psychanalyse, mais je passe vite là-dessus. Et 6e étape, on va modéliser la cible en 3D avec de la pâte à modeler, souvent de nouveau avec du kinesthésique, avec du toucher. On cherche à modéliser, par exemple, les croquis qu'on a fait à la 3e étape. Donc tout ça prend pas mal de temps. Et même si je déroule, j'irai de manière très scolaire, les 6 étapes les unes après les autres, imaginons qu'à la 4e étape, tout à coup, je perçois quelque chose d'intéressant, une forme de vie. Imaginons que je perçois une forme de vie. Je fais le croquis. Je me dis, mais attends, cette forme de vie, il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. Il y a la texture. Je vais interroger la texture. Je vais interroger l'objectif, la raison d'être de cette forme de vie. Et puis donc, c'est un travail d'enquêteur que tu vas faire. Tu vas passer de l'étape 4 à l'étape 2, en repassant par l'étape 3. Donc, c'est tout un travail d'enquête que tu peux faire. Et les remote viewing professionnels, les remote viewers professionnels peuvent passer 2 heures, 3 heures sur une cible. Ils peuvent travailler en groupe, visiblement aussi. La plupart des projets que je les mène en groupe parce que je sais que tel intuitif est très doué pour ressentir telle ou telle chose. Tel intuitif est plutôt doué pour ressentir telle ou telle chose. Je connais les forces et les faiblesses de chacun. Je les mets ensemble. Donc, non seulement j'ai une équipe de choc parce que chacun vient avec ses forces. C'est comme une équipe de foot, finalement. Et puis, surtout, je regarde s'il y a des informations qui sont convergentes. Est-ce que les informations se recoupent d'un intuitif à l'autre? Ils savent rien de la cible, chacun d'entre eux. Et en plus, ils ne sont pas censés communiquer entre eux. Donc, à la fin, moi, j'ai le rôle de l'analyste. Moi, je prépare les cibles. Eux font le boulot. Ils sont intuitifs. Et moi, ensuite, j'analyse les séances. Tu penses bien qu'on essaie de décrocher l'euro million comme ça? Vous m'avez ôté la question de la bouche, Fabrice. Oui. Et alors, vous l'avez décroché? Presque. Presque. Pour de vrai? Non. Non. On n'était pas loin. Mais c'est souvent les sceptiques, la question que vous posez les sceptiques aux gens, c'est pourquoi, puisque vous arrivez à voir, pourquoi vous n'êtes pas riche? Ouais, c'est une bonne question, effectivement. En remote viewing, on a ce qu'on appelle le déplacement. C'est-à-dire que, bon, je vais faire un petit hiatus là-dessus. Le remote viewing, c'est un fabuleux outil pour décrire des choses. J'ai donné l'exemple avant de l'attaque du drone. Mais ce n'est pas un bon outil pour décrire des chiffres ou des lettres. Il est bien là le problème. Donc, ce qu'on fait, c'est une sous-classe du remote viewing, ça s'appelle l'associative remote viewing. C'est qu'on va assigner une photo ou une cible à chaque
chiffre ou à chaque nombre. Et là, ça peut fonctionner. C'est plus facile de décrire une image, un objet, qu'un chiffre. Mais le problème, c'est que ton inconscient peut être attiré, parce que tu travailles avec ton inconscient en remote viewing, par une cible plutôt qu'une autre, parce que tu l'apprécies plus dans ta vraie vie. Je vais te donner un exemple, encore une fois. Ouais. Il m'arrive de donner des cibles à mes étudiants où ils doivent percevoir des choses de haut. Certains de mes intuitifs ont le vertige. Durant leur séance, ils ressentent le vertige. J'avais donné une fois une cible d'une pyramide, c'était Gizeh, et une de mes intuitives l'a décrite parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'elle adore Gizeh, elle adore les pyramides. Oui. Donc, en fait, ton inconscient est naturellement plus attiré par ce qu'il aime, évidemment, et parce qu'il apprécie. C'est pour ça que je disais avant que l'intuition, elle se développe dans la joie. Il y a un aspect très joyeux à cette discipline. Donc, si maintenant je crée une 50aine de cibles avec des images, et puis j'adore les chats, je suis plutôt censé percevoir une image qu'une autre, mon inconscient va aller voir le chiffre qui est en relation avec l'image de chat. Sauf que ce chiffre-là ne va pas sortir. Il est là le problème. C'est très bien décrit, donc tout ça est la faute des chats, Fabrice. Je les aime beaucoup. C'est absolument captivant. J'ai une question sur les cibles et le choix des cibles, parce que effectivement, ce sont souvent des sites. Pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas autre chose que des sites ? Ah non, c'est pas que des sites. Okay. Ça peut être des gens, ça peut être des situations. Moi, ma prérogative, c'est de créer des cibles qui soient lumineuses. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Et non pas lumineuses. Pas lumineuses, lumineuses. Ce sont des cibles qui, dans l'inconscient collectif, sont parlantes. C'est-à-dire qu'elles sont connues. Plus une cible est connue dans le réel, plus elle sera facile à percevoir. C'est comme ça. J'ai donné l'exemple de la Tour Eiffel. Oui. C'est un bon exemple, c'est un emblème national. C'est un site touristique qui est connu dans le monde entier. Il sera plus facile à percevoir que ma cuisine, par exemple. C'est comme ça. Il y a une idée d'archétype derrière aussi. Des cibles qui ont beaucoup d'énergie, qui dégagent du feu, de l'énergie, de la propulsion, toutes sortes d'énergie. Nucléaires, sont beaucoup plus faciles à décrire également par les intuitifs. On s'explique pourquoi ? J'ai pas d'explication. Non, je sais pas. Ok. Et ma prérogative, c'est aussi de varier au maximum les cibles. Ouais. De manière à amener mes étudiants à travailler sur différents aspects d'une cible. Aussi pour qu'ils découvrent eux-mêmes leurs points forts et leurs points de progrès. De progrès, voilà, tout à fait. Mm-hmm. Et alors, je repose ma question tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ce n'est pas de la télépathie avec vous, le formateur ? Ouais, c'est une bonne question. Il y a 3 hypothèses pour expliquer le remote viewing. Et les 3 sont vraies en partie, à mon avis. La première, c'est qu'on va aller chercher de l'information dans un champ informationnel, dans un web cosmique, c'est-à-dire que notre inconscient ou notre subconscient, c'est des termes interchangeables, vont aller se connecter à ce champ d'information et on va aller rechercher cette information et la redescendre au niveau conscient. Ok. Ça me paraît tout à fait valable comme hypothèse. Il faut se souvenir que les intuitifs du programme Stargate, on leur donnait une simple coordonnée. GPS ? Alors, GPS au début, GPS militaire d'ailleurs, ouais. Et ensuite, les programmes managers de programme Stargate se sont dit « Ah non, mais c'est trop facile parce que s'il y a telle ou telle coordonnée, ils savent que c'est plutôt en Sibérie qu'en Afrique subsaharienne, donc ils vont plutôt décrire de la neige plutôt que du désert. Donc non, ça amène des biais. Donc en fait, on va partir sur des coordonnées qui sont complètement arbitraires, telles que je les pratique moi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont dit probablement ça ne fonctionnera pas. Et ils ont remarqué que ça fonctionnait tout aussi bien. Et je pense que le déclencheur de tout ça, c'est l'intention de la personne qui crée la cible. Voilà. Mais on va y revenir dans la deuxième hypothèse, justement. Ouais. Donc, les intuitifs du programme Stargate étaient tout à fait capables de décrire. On l'a vu parce que les documents étaient déclassifiés après. Ils ne savaient pas sur quoi ils travaillaient. Bien sûr, ils décrivaient les cibles de manière parfaite. Et la personne qui leur donnait des cibles, les coordonnées, lui-même ne savait pas ce qu'était la cible. Oui, c'est ça. Il faut dire que la personne qui donne les coordonnées, ils ont fait en sorte qu'il y ait des garde-fous scientifiques quand même. Ce qu'on appelle le double aveugle. Le double aveugle, voilà. Donc, il n'y a pas de télépathie possible.
Néanmoins, les intuitifs ont réussi à décrire ces cibles. Donc, ça ne tient pas l'idée de la télépathie dans ce cas-là. L'hypothèse du web cosmique est plus recevable. Deuxième hypothèse, il s'agit de télépathie. Ils ont fait une expérience en Angleterre et aux États-Unis où la cible n'existait que dans l'esprit de la personne qui l'a créée. C'est une cible complètement imaginaire. C'était vraiment ma question, voilà. Une cible qui n'existe pas le site de la Tour Eiffel, quoi. Non. Elle a fonctionné. Les intuitifs ont décrit la cible qui avait la tête du gars. D'accord. Qui a créé la cible. Il y a un aspect quand même très fort de télépathie. Je donne encore un exemple avec une de mes intuitives. Elle a une sœur jumelle. Elle a fait des expériences de remote viewing. Elle m'a dit, Fabrice, est-ce que dans le cadre des recherches sur le remote viewing, on a déjà fait des expériences avec des jumelles, des vraies jumelles, pas des fausses jumelles. Je dis non, pas que je sache. Elle a fait ces expériences et elle est assez douée. Elle a remarqué que ça marchait mieux avec sa sœur jumelle. Et on sait qu'entre jumeaux, les jumelles, il y a une connexion. Il y a une connexion empathique et la télépathie est très liée à l'empathie, qui fait que ça marchait mieux. Donc, pour moi, la télépathie a un rôle à jouer dans le remote viewing. La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la rétrocausalité ou rétrocognition. On peut imaginer que l'intuitif, au moment où il reçoit le feedback, renvoie l'information du feedback dans le passé, au moment où il fait sa séance. C'est Matrix. C'est Matrix. Ça semble contre-intuitif comme ça, mais il y a des choses qui me font dire qu'effectivement, c'est le cas et que la rétrocausalité a aussi un rôle à jouer. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le cas ? J'ai fait des expériences où j'ai demandé à mes étudiants, une fois qu'ils recevaient le feedback, de se renvoyer l'information donc du moment du feedback au moment où ils faisaient leur séance. Et ces expériences-là ont été mieux réussies que d'autres. Alors, elles sont liées au hasard, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait ça dans un dispositif scientifique non plus. Mais je pense que c'est le cas. Donc, le web cosmique, la télépathie et la rétrocausalité peuvent très bien cohabiter tous les trois. Oui, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Il n'y a pas d'antagonisme. Il n'y a pas d'antagonisme. Puisque l'espace-temps est mou. Je ne sais pas comment dire. L'espace... oui, le temps est une illusion d'une certaine manière. On sait qu'il y a différents types de temps. On sait qu'il est subjectif. La théorie de la relativité générale l'a aussi démontré en physique fondamentale. On sait que deux particules intriquées, c'est le phénomène d'intrication quantique, mécanique quantique, montre qu'une fois qu'on les sépare, sont connectés à jamais au-delà de l'espace et du temps également. Donc tout ça questionne énormément sur le temps et je crois savoir, je ne suis pas physicien, mais en discutant avec des physiciens, que le temps reste une énorme énigme. Tout à fait. On sort le temps des équations, les équations fonctionnent toujours aussi bien a priori. Question plus personnelle, Fabrice, quand on en est là à ce niveau d'expérimentation avec du remote viewing, est-ce que ça vient pas un peu fucker votre esprit, votre rapport au monde, ou au contraire l'illuminer ? Ah non, moi ça l'illumine. Je dirais que ça... Je trouve la réalité qu'on cherche à nous faire vivre, alors ça sonne un peu complotiste comme ça, mais c'est vrai il y a qu'à allumer la télévision, on nous enferme dans une réalité, dans une manière de percevoir et d'appréhender et de rentrer en contact avec le monde qui est très limitant et qui est réducteur. Et je dis souvent que la réalité dépasse souvent la fiction. J'ai plein d'exemples avec mes étudiants, mais j'ai aussi plein d'exemples dans ma vie personnelle, plein de témoignages. Et puis je trouve que ces motifs de réjouissance, qu'est-ce que montre le remote viewing, entre autres, c'est que nous sommes tous interconnectés. Ça montre aussi qu'on n'est ni notre corps, ni notre cerveau, on est beaucoup plus que ça. Donc les implications derrière sont énormes sur qui on est. Est-ce qu'on est notre cerveau ou est-ce qu'on est notre âme ? Est-ce qu'on est notre esprit ? Est-ce qu'on est notre conscience ? Et ça pose aussi beaucoup de questions sur comment on entend appréhender le monde, appréhender, je dirais, la relation à autrui, à l'altérité, aux autres, avec quelle valeur ? Parce que derrière, du vivant, globalement. Et j'allais y venir, le monde du vivant aussi, de l'exploitation des ressources.
Que ce soit les animaux ou la biosphère, etc. Est-ce qu'on est dans un rapport de prédation et d'exploitation ou est-ce qu'on est dans un rapport de partage, de solidarité et de co-construction, finalement? Parce que si tu penses qu'on est tous interconnectés, eh bien, effectivement, c'est l'effet papillon. Hein. C'est-à-dire que tous les actes faits, tous tes actes ont une répercussion dans le monde, et les actes d'autrui aussi sur toi. Donc, ça pose beaucoup de questions sur la manière dont, si tu veux, la société occidentale entend se mettre en rapport avec le réel. Pour autant, on a commencé cette interview avec des cas avec un usage militaire du remote viewing. Donc, c'est pas parce que y a une réflexion sur l'interconnexion des êtres vivants que il n'y a pas des gens qui ont utilisé ces capacités-là à des fins personnelles, dirais-je. C'est comme tout outil, toute technique ou toute technologie, tu en fais ce que tu veux. Hein. Moi, j'ai un couteau, tu peux l'utiliser pour couper un radis, comme tu peux l'utiliser pour poignarder quelqu'un. Eh bien, nous allons donc mettre fin à cette interview. C'est comme le nucléaire à usage civil ou encore que le nucléaire, c'est discutable, mais ou à usage, tu peux en faire des bombes comme tu peux l'utiliser pour alimenter des quartiers, des maisons. Donc, ce qui intéressait les militaires, une fois de plus, savoir pourquoi le remote viewing fonctionne et comment il fonctionne, ça les intéressait, mais alors absolument pas. Oui, c'était des pragmatiques. C'est des pragmatiques, ils donnent une cible, ils veulent des réponses, et puis ils veulent attraper les méchants. C'était les Russes, en l'occurrence. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Hein. Non, l'histoire se répète. Alors que les gens de Stanford, on était quand même au Stanford Research Institute, c'est un des instituts les plus prestigieux au monde, eux, ils s'intéressaient à savoir comment ça pouvait bien fonctionner, à mettre en place ces protocoles. Ils s'intéressaient beaucoup aux recherches de David Bohm, ce physicien, qui parlait d'ordre explicite et d'ordre implicite. Ouais. Voilà, l'ordre explicite étant la réalité telle qu'on la vit en ce moment, par exemple. Et implicite, c'est ce qui sous-tend cette réalité. Finalement, la réalité de la réalité, ce voile caché, mystérieux, qui sous-tend le fonctionnement de notre réel. Mais il s'inspirait beaucoup de la mécanique quantique. Et je pense que la mécanique quantique peut expliquer certaines choses du remote viewing, certains aspects ou certaines particularités du remote viewing. Est-ce que vous pouvez nous replonger, Fabrice, dans la création du remote viewing, cette première équipe qui a découvert ça par hasard? Vous nous en avez parlé tout à l'heure, vous nous avez parlé tout à l'heure d'Ingo Swann. Quel était le contexte un petit peu de création de ce phénomène absolument extraordinaire? Alpatov est un jeune physicien avec des intérêts qui étaient assez atypiques, la parapsychologie. Qui était pas très... qui était à ce moment-là pas encore dans les poubelles de la science, à ce moment-là, la parapsychologie? Si, ça l'était déjà, mais c'est pas le style d'Alpatov de s'en accommoder, puisqu'il s'intéresse aussi beaucoup aux ovnis, entre autres. On y reviendra. Donc, il y a un lien très fort entre le remote viewing et l'ufologie. Voilà, travaille avec son collègue ingénieur Russell Targ aussi. Ils sont en contact avec Ingo Swann, un voyant new-yorkais, artiste peintre, qui a une très bonne connaissance générale en parapsychologie, mais qui est aussi en voyant. Et reconnu comme tel. Reconnu comme tel, effectivement. New-yorkais, donc il se trouve sur la côte est. Stanford, c'est plus à la côte ouest. Et puis donc, ils se mettent en rapport et ils font ces expériences que j'ai décrites avant, n'est-ce pas, où ils peuvent se rendre compte qu'il est capable, Ingo Swann, de pouvoir influencer à distance sur un mécanisme et puis également percevoir à distance. Et ce qui me fait penser aussi qu'ils ont fait venir aussi Uri Geller à l'époque. Qui tordait les cuillères. Ah ouais, je sais pas s'il tordait déjà les cuillères, mais en tout cas, il était capable lui aussi de faire de la vision à distance de manière très naturelle et spontanée. Et on retrouve d'ailleurs sur le web des archives du programme Stargate. On devait être en tout début, en 72-73. On voit Uri Geller qui est capable de pouvoir décrire à distance des cibles sur des
travaillait sur des bouts de papier à l'époque. C'était un très bon sujet, Uri Geller. Uri Geller, oui, c'était un très bon sujet. Ouais. Mais controversé. Il est controversé parce que je crois qu'on l'a accusé d'avoir truqué des expériences. Évidemment, il laisse pas indifférent. Je pense qu'il est... Enfin, mais c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Sûr. Je pense qu'il est sincère, Uri Geller. Okay. Je pense qu'on lui a fait un mauvais procès. Je crois savoir aussi qu'il a travaillé pour le Mossad. Voilà. Ça fait partie du procès. Ça fait partie du procès d'intention aussi, mais c'est vrai que je continue à le suivre. Il est encore actif et je le trouve particulièrement sympathique. Okay. Mais ça m'appartient. Ah ouais, ok. Il y avait un autre gars qu'on cite assez peu, c'est Steve Baxter. Je crois qu'il était à la CIA, si ma mémoire est bonne, et lui, il travaillait sur les communications végétales, des plantes. Il s'intéressait aux plantes. Ok. La communication entre les plantes ? Même entre humains et les plantes. Ok. Ouais, vous pouvez parler à votre... on sait aujourd'hui que si on donne des mots d'amour, voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, tout à fait. Beaucoup d'expériences qui ont été faites et puis qu'on peut reproduire chez soi. C'est tout l'intérêt, en fait, de pouvoir expérimenter et d'observer ces phénomènes soi-même. Ouais. Steve Baxter bossait là-dessus et c'est aussi un peu partie de ça, en fait, le début des expériences de remote viewing. Il y avait une idée, plus de voir à distance, mais vraiment d'influencer à distance. C'était ça l'idée, au tout début des remote viewing. Donc, c'était pas percevoir, c'était agir. Agir, ouais. On cherchait à agir parce qu'ils pensaient que les Russes le faisaient. Ils pensaient que les Russes utilisaient des voyants pour rentrer dans la tête de leur président. Des dirigeants. Des dirigeants et les influencer à faire telle ou telle chose. Est-ce qu'on a des preuves de ça aujourd'hui ? Les archives du KGB, c'est un peu comme les voies du Seigneur, c'est impénétrable. Faudra demander à Poutine. Alors, je reformule ma question. Est-ce que, parce que ça faisait, quand je vous entendais parler tout à l'heure de remote viewing, on se pose forcément la question de, puisqu'on peut percevoir des informations dans l'espace et dans le temps, est-ce qu'effectivement on peut impacter aussi sur la matière ? On parlait d'Uri Geller qui était supposé réussir à tordre une petite cuillère avec son esprit. Est-ce que vous, Fabrice, vous avez expérimenté ça également ? Le pouvoir de l'esprit sur la matière, oui, je l'ai expérimenté. Avec vous, au sein de l'académie ? Non, avec moi-même. Avec moi-même. Avec moi-même. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Typiquement, c'est reconnu. C'est pas quelque chose qui est complètement rejeté par la science. Mais oui, je l'ai expérimenté, donc je sais que c'est possible. Et le principe directeur là derrière, en fait, c'est l'intention. C'est ce qu'on fait en remote viewing. En remote viewing, on est toujours en train de poser une intention. Je dis toujours, si vous ne posez pas d'intention, il ne se passera rien. Et si vous posez une intention de mauvaise qualité, vous aurez un mauvais résultat. Voilà. Garbage in, garbage out. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Enfin, déchets rentrants et déchets sortants. Voilà, si je traduis. Donc, je pense qu'avec l'intention, on peut agir sur la matière. Il y a des expériences qui ont été faites au laboratoire de Princeton. Ça s'appelle le Global Consciousness Project, donc le projet de conscience globale, si je traduis. En gros, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont mis des générateurs de nombres aléatoires aux quatre coins de la planète. Ok. En gros, ce sont des générateurs qui font des pile ou face. Ils font plusieurs par seconde. Puis en général, la loi de la distribution en mathématiques voudrait qu'on ait 50% de pile et 50% de face. Et il se trouve que quand il y a des événements émotionnels très forts qui se déroulent sur Terre, au niveau mondial, prévisibles ou imprévisibles, c'est-à-dire on peut imaginer, la finale de la Coupe du Monde de foot, je retourne avec du foot, mais c'est comme ça. Autrement, je peux parler des attentats du 11 septembre, qui étaient a priori pas anticipés, en tout cas pas par tout le monde. On voit une déviation dans la courbe de distribution. On n'a plus 50 piles et 50 faces, on a peut-être 80 piles et 20 faces. Ah oui, donc c'est pas une légère variation. Donc, oui, alors là, je force un petit peu le trait, mais la variation est statistiquement significative. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas liée au hasard, qu'il y a peut-être une chance sur 1 million que ça soit lié au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura un champ émotionnel autour de la Terre, qu'on génère un espèce de champ d'énergie, enfin les êtres vivants, nos consciences finalement,
qui explique au fait l'impact de l'esprit sur la matière, parce que ces générateurs aléatoires, évidemment, ils sont impactés. Donc, ça a été prouvé scientifiquement. Ça a été complètement prouvé. C'est Roger Nelson, en fait, qui a fait ces recherches, voilà, à Princeton. Donc, en fait, c'est complètement prouvé déjà. Et en parapsychologie, je dirais plus classique, on a ce qu'on appelle la psychokinèse. Donc, c'est justement l'art de déplacer des objets par la pensée. Enfin, il y a plein de cas, voilà. Qu'on n'explique pas. Que la science matérialiste dominante rejette. Alors, comme elle le peut, parce que c'est compliqué, il trouve toutes sortes de manières de rejeter. Ça me fait ces résultats, pourtant, qui ont été répliqués en laboratoire, je pense à une expérience qui montre que le corps est capable de détecter des choses 10 secondes ou 5 ou 10 secondes avant qu'ils ne se produisent. En fait, le corps capte les informations à la manière de la précognition, avant qu'ils se produisent. C'est quoi cette expérience ? C'est des expériences ça fait une trentaine d'années qu'ils le mènent. Ils ont fait des méta-analyses qui montrent qu'effectivement, il y a une chance sur peut-être 10 millions que ça soit lié au hasard. C'est-à-dire que je vous mets devant un écran, n'est-ce pas ? Et je mets des images aléatoires qui se déroulent. Toutes les 10 secondes, vous avez une nouvelle image. Vous avez des images neutres émotionnellement, d'accord ? Imaginons un robinet. Bon, c'est assez neutre quand même, un aspirateur. Et puis après, l'image d'après, je vous mets une image qui est soit violente, donc ce qui appelle une émotion de dégoût, soit qui peut être érotique aussi, qui peut amener une émotion de plaisir. Et puis, je les fais tourner comme ça de manière aléatoire. Ça, c'est une chose. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des capteurs sur votre corps. D'accord ? Donc, je peux mesurer, par exemple, la dilatation de vos pupilles. On sait que quand il y a quelque chose qui vous plaît, vos pupilles, elles vont faire quoi ? Mais ça, c'est un processus réflexe, inconscient, elles vont se dilater. OK. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le corps, enfin, vos pupilles, en l'occurrence, vont se dilater quelques secondes avant l'apparition de l'image qui est soit violente, soit érotique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le corps est capable de capter l'information à l'avance de ce qui se passe. Et ces études ont été rejetées. Ça fait 30 ans qu'elles sont rejetées. Moi, je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est extrêmement intéressant. Ça me fait penser à beaucoup de choses où des animaux qui sont capables aussi on a des expériences avec des animaux qui seraient capables aussi de percevoir certaines pathologies avant que les pathologies n'explosent. Bref, je ne vais pas partir là-dessus, sauf si vous avez des exemples, Fabrice. Mais... Rupert Sheldrake a fait beaucoup d'expériences, écrit même un livre sur les phénomènes psy chez les animaux de compagnie, les chiens, les chats qui attendent leur maître avant qu'ils arrivent. Ils sont capables, effectivement. Je crois que c'est intéressant avec l'intuition, parce qu'on parle de 6e sens, mais je crois que c'est un premier sens, en fait. C'est pour ça que je disais, on est tous intuitifs, et c'est le sens qu'on a... c'est ce que disait Jung aussi, on est avec ce sens. On l'a, il est fort. Mais en fait, la société, l'éducation, la culture nous fait perdre cette connexion à ce sens. Tout du moins en Occident. Tout du moins en Occident. Et c'est assez intéressant pour parler justement des différences culturelles. Ouais. Si on va au Japon, alors oui, c'est l'Occident, mais ça reste quand même... ça reste l'Orient, on est d'accord. Enfin, ouais, on est d'accord. Ils sont très occidentalisés, mais ils ne sont pas occidentaux pour autant. Eh bien, si vous avez un dirigeant d'une entreprise qui vous dit « Moi, j'ai pris cette décision sur la base de mon intuition », une décision importante, bien sûr, c'est un dirigeant d'entreprise, les gens vont l'accepter là-bas. Ils vont dire « c'est tout à fait normal, il a suivi son intuition, c'est OK ». Ici, en Occident, ils vont dire, mais où sont les données ? Où sont les chiffres ? Où sont les chiffres ? Est-ce que ça a été mesuré ? Est-ce que ça a été anticipé ? Mais on ne peut pas tout réduire à des chiffres, c'est pas possible. Ça me fait penser, j'ai envie de revenir du coup sur Joe McMoneagle, toute cette génération, cette deuxième génération après Ingo Swann de militaires qui se sont formés et qui ont créé finalement le protocole du remote viewing. Vous dites que l'intuition concerne tout le monde. Mais qu'est-ce qui les différenciait, eux ? Pourquoi est-ce qu'ils étaient, eux, particulièrement doués ?
Est-ce que vous avez, vous aussi, observé des paramètres qui sont exceptionnels chez ces personnes-là? D'accord. Bon, Joe McMoneagle est encore l'intuitif le plus doué sur Terre, que je sache. Il faut dire qu'il est encore vivant aussi. Il est encore vivant. C'est un vieux monsieur maintenant. C'est un vieux monsieur, effectivement. Lui, il est né comme ça. Je crois savoir qu'il a eu une expérience qui l'a rendu comme ça. Une expérience de mort imminente. Merci, une expérience de mort imminente, c'est ça. Et les expériences de mort imminente ont un lien très fort avec le remote viewing et aussi avec l'ufologie. En fait, tous ces sujets sont connectés, sont reliés entre eux. C'est le cas, oui, Joe McMoneagle. Et beaucoup de gens qui ont des expériences de mort imminente sont aussi des témoins d'OVNI. Est-ce qu'on peut juste beaucoup de remote viewers sont aussi des témoins d'OVNI. Donc, tous ces sujets sont très reliés les uns avec les autres. Je précise juste pour les gens qui nous écoutent que l'expérience de mort imminente, ou sauf si vous voulez le définir en quelques mots, mais c'est quelqu'un qui, avant de presque mourir, où son corps perçoit un danger ou une menace imminente, va vivre une expérience de distorsion du temps, de revue de vie. Alors, il y en a qui parlent d'un tunnel, de lumière blanche. Mais finalement, a priori, il n'y a pas de convergence scientifique pour décrire exactement la même chose selon les gens qui ont pu étudier ça. Mais en tout cas, c'est une expérience de vie, de vie avant la mort, qui serait quand même assez exceptionnelle dans la vie des gens. Une expérience de mort imminente, ça porte peut-être mal son nom parce que, en fait, votre électroencéphalogramme, il est plat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé être en vie quand vous faites une expérience de mort imminente. C'est une expérience de mort consciente. Je ne sais pas comment le dire. Donc, en fait, ce n'est pas avant de mourir. C'est en général, vous n'avez plus de systèmes vitaux qui fonctionnent. Vous êtes pas, votre cerveau ne fonctionne plus. Et vous avez des gens qui arrivent quand même à décrire ce qui se passe. Ils sont sur un lit d'hôpital, ils sont morts cliniquement et ils vous décrivent ce que fait le chirurgien ou l'infirmière. Donc il faut le dire qu'on le sait parce que ces gens-là reviennent. Ah oui, bien sûr. Oui, sinon, c'est ça. On n'aurait pas le témoignage. C'est ça, oui. Mais Renaud Evrard nous disait que c'était pas forcément que des gens dont le EEG était plat. Voilà. Non, parce que moi j'ai fait une expérience de mort imminente. Je l'ai fait de manière spontanée. Donc je sais pas, un camion qui m'a passé dessus et j'ai fait une chute de tension et j'ai pu effectivement vivre ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, dans le sens où j'étais dans ce fameux tunnel, j'ai eu la fameuse revue de vie, et puis là, j'ai baigné dans un espèce, il n'y a pas d'autre terme, d'océan d'amour, mais c'est un amour inconditionnel, donc on n'a pas, ce type d'amour-là n'existe pas ici-bas. Et j'y étais très bien, et je voulais y rester. Et on m'a fait comprendre, alors c'était pas un monsieur barbu sur un nuage, mais on m'a fait comprendre, je dirais un peu par télépathie ou par sensation, que le moment n'était pas venu et qu'il fallait que je retourne sur Terre parce que j'avais encore beaucoup de choses à faire, dont cette interview, c'est pour ça que je suis là. C'est bon, alors après vous pourrez... Faites attention au camion en rentrant chez vous. Oui, ça. Et vous aviez une menace imminente sur vous, sur votre personne pour vivre ça? Pas du tout. Il n'y avait pas de danger? Aucun danger. Vous aviez pris quelque chose, Fabrice? J'avais pris un petit déjeuner. Oh, waouh. Normal. Ok. Et du chocolat suisse. Ouais, voilà, c'est ça. Non, donc oui, je rejoins les propos de Renaud Evrard. Effectivement, c'est pas toujours dans des circonstances tragiques qu'on vit une expérience de mort imminente. On peut la vivre aussi de manière spontanée. Néanmoins, l'expérience reste toujours la même, avec les mêmes schémas, ou les mêmes expériences, et surtout le même ressenti. Ce qui colore une expérience de mort imminente, c'est cette sensation d'être dans un amour inconditionnel et de retourner à la source, de retourner d'où on vient, la matrice, ou on l'appelle comme on veut. Hein. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous nous disiez que McMoneagle avait eu une expérience de mort imminente. Ouais, donc McMoneagle a eu une expérience de mort imminente qui a déclenché ses capacités. Mais ce n'est pas le cas de tous les remote viewers. Okay. D'autres ont été formés en apprenant le protocole, tout comme je forme mes étudiants. Je suspecte que d'autres personnes ont été en contact avec le phénomène OVNI. C'est le cas de Uri Geller, d'ailleurs. Uri Geller raconte que ses pouvoirs psy ou psychiques sont venus suite à une rencontre avec un OVNI.
Et des recherches qui ont été faites par le professeur Gary Nolan à l'université de Stanford ont montré que les gens en contact avec les ovnis ont pu voir leur noyau codé. Donc, c'est une partie qui est bien enfuie dans le cerveau. Une surconnexion neuronale dans cette partie de leur cerveau qui permet de déclencher ou d'améliorer les capacités psy, notamment de remote viewing. C'était mesuré scientifiquement. Alors, les travaux sont toujours en cours à ce sujet, mais la capacité au remote viewing peut être induite aussi par un contact avec ce que j'appelle des intelligences exogènes. Donc, on a un mélange d'inné, d'acquis au travers d'expériences, d'apprentissage aussi. Et on a aussi cette théorie, et je pense qu'il y a du vrai dedans, que le phénomène de dissociation joue un rôle dans le développement de ces capacités. C'est quoi la dissociation ? La dissociation, c'est une manière de fractionner la conscience lors d'événements traumatiques qui se déroulent en général durant l'enfance. Je prends un exemple un petit peu, disons, extrême, mais imaginons un enfant qui est victime de violences sexuelles ou de viol, va pour se protéger de ce trauma ou de ces expériences, va dissocier sa conscience et se mettre, je dirais, de manière naturelle, et c'est un mécanisme de défense, dans un état altéré ou modifié de conscience pour pouvoir survivre émotionnellement à ce qu'on lui fait subir. Et ceci, en fait, ensuite, ce mécanisme de dissociation je dirais, devient actif et va permettre d'être en contact avec d'autres réalités, dont justement tous ces phénomènes dont on parle durant cette émission, et cette capacité à se relier au sensible et à l'invisible. Allez-y, pardon Fabrice. Oui, et je voulais dire qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites, notamment par Kenneth Ring dans les années 90, mais par d'autres psychologues et parapsychologues là-dessus. Et ça revient, cette histoire de dissociation revient souvent sur la scène, en fait, parce que c'est vraiment une manière de développer, ou je dirais, de manière inconsciente, cette capacité. Et du coup, vos remote viewers, que ce soit vos étudiants ou les cas que vous avez pu étudier, se mettent dans un état de dissociation eux-mêmes pour parvenir à faire du remote viewing ? Bon, alors je ne connais pas l'histoire de chacun de mes étudiants, effectivement, parce que ce serait malvenu de ma part. Puis c'est des histoires intimes, bien sûr. Qui leur appartiennent. Ce que je propose, moi, c'est de faire de la méditation avant chaque séance de remote viewing, de manière à calmer le mental. Le mental, on est sur des ondes bêta. Enfin, en ce moment, je suis en ondes bêta, donc je suis totalement éveillé et conscient de ce qui se passe. L'idée, c'est de se mettre en onde alpha, donc dans un état de relaxation légère, de manière à avoir moins de perturbations du mental. En remote viewing, il faut être très conscient, parce qu'on dialogue avec le corps. Le corps nous envoie de l'information, donc il faut être là, il faut être en forme, il faut éviter toute perturbation psychique ou physique, n'est-ce pas ? C'est même bien d'être un petit peu fatigué, parce que quand on est fatigué, il y a moins de mental. On lâche prise. On lâche prise aussi. Mais si on fait de la méditation avant, ça peut aider. L'idée, moi, ce que je fais pas de la méditation, je ne suis pas forcément très bon là-dedans, mais je fais de la guitare. La guitare, c'est un très bon moyen de me mettre en appétit pour du remote viewing, puisque je vais devoir me connecter, je dirais, à mon corps, puisque je joue avec mes doigts, pas avec mes pieds. Mais il y en a qui l'ont fait. Voilà, c'est vrai qu'il y en a qui l'ont fait. Ou avec les dents aussi. Je pense à Jimi Hendrix. Voilà. Donc, je dois être très présent à moi-même aussi. Je dois rester concentré. J'ai tous les sens. J'ai aussi l'ouïe, parce que je dois écouter ce que je joue ou ce que j'essaye de jouer. Donc voilà, il y a un aspect kinesthésique, il y a un aspect moteur, il y a un aspect sensoriel. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, je suis dans de bonnes dispositions pour commencer ma séance. C'est un état de conscience modifié ? C'est ce qu'on appelle le flow. On peut être dans le flow. Ce sont les artistes ou les sportifs. Même pas besoin d'être un sportif ou un artiste de haut niveau. C'est quand on a l'impression
on a un rapport au temps qui est différent. Ouais. On a l'impression que les choses se passent d'une manière peut-être plus ralentie et tout nous réussit. On a des matchs de tennis, puisque je pense au tennis en ce moment, effectivement, on a des joueurs qui font des coups fantastiques durant tout un match. Ils sont dans un état de grâce. Ils disent après, je suis dans un état de grâce, je suis dans un état de flow. C'est ça le flow, en fait. Voilà. C'est une espèce de sensation d'hyper-présence. D'hyper-présence. Et en même temps, d'être un peu loin. De détachement, de lâcher prise et surtout de confiance. Je dis toujours que le terreau de l'intuition, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas lâcher prise. La base, c'est la confiance en soi et en son intuition. C'est du développement personnel, en fait, le remote viewing. Le remote viewing, c'est plusieurs choses. C'est un outil de développement personnel, c'est vrai, mais c'est pas que ça, c'est aussi un outil d'espionnage. Excellente transition, Fabrice. McMoneagle a été utilisé, ou a mis ses talents au service de la CIA, tout simplement. Est-ce que McMoneagle ou d'autres, vous pouvez nous amener dans des cas qui sont aujourd'hui assez connus et qui agitent le web, pour le dire tout simplement? Durant le programme Stargate? Durant Stargate, ouais. Ou même après, parce qu'il a retrouvé des enfants, a priori disparus. Bon, il y a une expérience que je raconte dans mon livre, c'est on lui a demandé d'espionner une installation en Sibérie et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, McMoneagle n'utilisait pas le protocole tel que je l'enseigne. McMoneagle, il se mettait dans un état de relaxation plutôt onde theta, donc bien relaxé, le Joe. Et vous avez une personne à côté qui lui pose des questions et lui répond, tout simplement. Un peu comme, on est plus dans la voyance que dans le remote viewing avec Joe McMoneagle quand même. Donc quelqu'un lui dit quoi? On lui demande, ok, est-ce qu'il y a... Alors, elle lui donne les instructions, il le guide. Voilà, est-ce que tu perçois quelque chose? Oui, je perçois. Ok, je perçois ci. Alors, va dedans. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dedans? Ok, je vois plutôt ces gens. Ok, intéresse-toi plutôt à tel aspect ou à tel aspect. Donc, c'est un peu un instructeur ou un guide qui lui demande, qui lui pose des questions à la manière d'un enquêteur. Sauf qu'au lieu d'avoir un sujet en face de toi qui est complètement éveillé, tu as un sujet qui est couché puis qui est dans un état de relaxation profonde. Et puis là, la différence avec un entraînement de remote viewing, c'est que la cible... Ils l'ont pas. C'est-à-dire que là, il allait visiter des endroits que... Alors, il savait qu'il y avait un hangar, il savait qu'il y avait quelque chose, mais il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et on lui a demandé d'aller voir ce qu'il y avait là-dedans. Et comment on sait que ce qu'il a décrit est accurate? Parce que quelques années après, il y a un satellite espion qui est passé au-dessus et qui a pu photographier le typhon. Parce qu'il a décrit le typhon avant qu'on en connaisse l'existence même. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il a décrit ce sous-marin, il a décrit les torpilles. Le typhon, c'est un sous-marin très particulier. Déjà, on n'avait jamais construit un sous-marin aussi grand et on n'a jamais mis les torpilles aussi à ces endroits-là de cette manière. Et il a décrit le typhon et on lui a demandé, on lui a dit, déplace-toi dans le temps dans 6 mois et regarde ce qui se passe. Il a dit, les typhons seront déployés en mer. Bon. Son rapport a été jusqu'au Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité, ils ont lu le rapport, ils ont dit, mais ce mec est complètement à l'ouest, il raconte n'importe quoi. Il se trouve que 6 mois après, effectivement, ils ont découvert le typhon. Voilà, ça c'est un exemple assez connu. Ouais. Mais le typhon était connu par le monde du renseignement avant le monde entier, en fait, via un remote viewer. Un psychic. Un psychic, voilà. Un espion psy. Je suis en train de réfléchir à un exemple aussi. On avait demandé. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de Joe McMoneagle, mais il était question de retrouver un avion qui s'était écrasé, je crois, en Afrique. C'est une histoire comme ça aussi. Et puis, non, c'est pas Joe McMoneagle. C'était une femme intuitive. Parce qu'il y avait des femmes dans l'équipe aussi. Ouais. Et cette femme, je ne sais plus le nom, mais c'était une voyante. Elle n'utilisait pas le protocole du remote viewing. Et d'ailleurs, elle était surnommée la sorcière. C'est assez intéressant. Les femmes ont souvent eu c'est toujours comme ça, ouais. C'est pas juste. Non. C'est pas juste. Et la pauvre, dans cet environnement masculin, macho, militaire, ça doit pas être facile. Et elle a décrit, je crois, à quelques kilomètres près, le lieu du crash. Et puis d'ailleurs, Jimmy Carter, le président, avait fait une déclaration à ce sujet, en disant que le remote viewing fonctionnait et que grâce au remote viewing, ils avaient pu localiser cet avion. Un avion soviétique, je crois. Oui. Est-ce qu'il y a eu Alors, si ça fonctionne, pourquoi est-ce que le programme a été arrêté?
Ça, c'est une très bonne question et merci de la poser. Parce que un des arguments des gens qui ne veulent pas y croire, malgré toutes les preuves, c'est-à-dire la preuve que ça ne fonctionne pas, c'est qu'ils l'ont arrêté. Ouais, sauf qu'ils l'ont utilisé pendant 23 ans. Pendant 23 ans, le programme était audité chaque année. Il faut savoir que tout Par le monde... Congrès américain. Oui, alors bon, c'était caché au Congrès, comme tous ces programmes, évidemment, c'est des programmes ultra secrets, mais il était quand même audité, en fait, par d'autres officines. Voilà, parce ils revoyaient les budgets chaque année quand même. Alors même si ça coûtait pas très cher, parce que le remote viewing, c'est un super outil d'espionnage. C'est indétectable. Et ça coûte quoi? Ça coûte une feuille, un stylo. Fabrice, c'est indétectable. Je fais juste une aparté, mais si en face, il y a des remote viewers, des psychics, ils n'arrivent pas à détecter la présence de quelqu'un qui vient se balader? Ils peuvent, ça arrive effectivement. Ok. Oui, ça arrive. Je vous laisse reprendre. Mais je dirais par des moyens traditionnels, en tout cas. Voilà, c'est indétectable. C'est ça, a priori. Par des moyens standards. Joe McMonigle n'est pas apparu dans la caméra des gens et des cibles qu'il allait voir. Ok. Non, le programme était audité chaque année. Il avait des bons résultats, donc ils l'ont maintenu. C'est aussi simple que ça. Tout le monde voulait l'utiliser, mais personne ne voulait le financer. C'est pour ça qu'il a été financé par l'armée de l'air, il a été financé par la CIA, il a été financé par la DIA, mais tout le monde l'a utilisé, y compris les services secrets. La plupart des agences ont utilisé les intuitifs du programme Stargate. Et qu'est-ce qui nous dit qu'il a vraiment été arrêté ? Non, il n'a pas été, pas complètement. Mais je vais y revenir. Je vais juste expliquer pourquoi il s'est arrêté. Il s'est pas arrêté parce qu'il fonctionnait pas ou parce qu'il coûtait trop cher. Il s'est arrêté parce qu'il y avait tout simplement, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y avait des fuites. Il y avait certains intuitifs qui étaient en train d'écrire, de raconter aux médias ce qu'ils faisaient. Alors, même s'ils signent des non-disclosure agreements, des accords de confidentialité, et puis ils sont soumis au secret défense, je ne sais pas pourquoi, mais sur la fin du programme Stargate, ça devenait un petit peu n'importe quoi dans l'équipe. C'était comme ça. Okay. Et certains menaçaient d'écrire des livres et d'expliquer ce qu'ils avaient fait, etc. Et puis, quoi, des crises d'ego Crise d'ego. Ouais. D'argent D'argent, peut-être. Ils étaient peut-être pas assez payés. Allez savoir. Donc, il y avait des fuites. Et en fait, quand il y a des fuites, qu'est-ce que fait le gouvernement américain en général, ou quand il veut mettre fin à un projet, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il paye une entité tierce. Là, c'était un institut de recherche pour faire un audit. C'est ce qu'ils ont fait avec les ovnis aussi dans le cadre du projet Blue Book. Ils ont demandé au professeur Condon de l'Université du Colorado, physicien, de faire un audit sur le programme Blue Book. Ils ont fait la même chose avec le programme Stargate. Mais évidemment, qui paye décide. C'est toujours la même histoire. Donc, effectivement, les conclusions étaient, en gros, de dire que le remote viewing, ça fonctionne pas vraiment. C'est pas génial. Sauf qu'ils ont fait le travail n'importe comment, un peu comme des cochons. Au lieu d'investiguer, au lieu de faire une étude sur les 2500 opérations du programme Stargate et sur les 23 années, ils ont fait, je crois, sur les 2 ou 3 dernières années du programme Stargate. Au moment où le programme était un petit peu en déliquescence, d'ailleurs. Ok. Et en plus, évidemment, avec des a priori, comme je viens de l'expliquer. Mais ça n'a pas empêché Jessica Hutz, qui était professeure de statistique, de dire que non, qu'il y avait bien un effet et que le remote viewing fonctionne et existe. Même si on ne se l'expliquait pas. Même si on ne l'expliquait pas. Elle parlait de procédés non conventionnels d'acquisition de l'information. Mais donc, ils n'étaient déjà pas d'accord entre eux, les gens qui ont fait l'audit. Et il y a eu pas mal de conflits. Mais officiellement, qu'est-ce qu'on en a retenu, en tout cas dans la presse aux ordres, la presse mainstream, c'est que le remote viewing, en fait, c'est de la salade. Sauf que c'est de la salade qui a quand même duré 23 ans et c'est de la salade qui a été créée par un des instituts les plus prestigieux au monde. C'est tellement de la salade que le remote viewing continue à être utilisé de nos jours. Mais évidemment, ils ont mis fin au programme Stargate, ils ont fait la même chose avec les ovnis, exactement la même chose avec les ovnis, c'est ça qui est intéressant, mais ils ont continué à étudier les ovnis sous d'autres programmes, on l'a appris par l'article du New York Times de 2017, comme ils ont continué à faire du remote viewing, mais sous un autre nom, bien sûr, une manière toujours aussi clandestine. Sous quel nom ? Alors, j'en veux pour preuve un projet qui a été déclassifié il y a 1 an de cela. Le nom m'échappe. Conablu. Je crois que ça s'appelle Conablu. Alors, il n'a jamais été mis en œuvre, mais il était présenté aux grandes pontes de la Defense Intelligence Agency, où il s'agissait d'étudier les ovnis, et figurez-vous qu'un des outils pour étudier ces ovnis était le remote viewing.
Donc en fait, le remote viewing est encore utilisé. C'est comme ça qu'on l'a su. Deuxième chose, Lou Elizondo, je fais un peu de transition sur les ovnis, qui a dirigé un programme d'études secret durant au moins 5 ans, qui s'appelle LETIP. Programme secret, évidemment, caché au Congrès, caché à la population, mais dirigé par le Pentagone. Donc pour le gouvernement. Pour le gouvernement américain. Voilà. On va dire un peu pour le Deep State, pour utiliser un mot actuel. Eh bien, Lou Elizondo était formé aussi au remote viewing. Donc, remote viewing continue à être utilisé. Ça, c'est sûr. C'est passionnant, Fabrice. On va arriver sur nos dernières questions, à moins que mes comparses derrière me disent « Ah là là, ça va pas du tout, on a oublié ». J'ai le go final de notre énorme équipe éditoriale pour vous poser déjà la question suivante. Fabrice, quels sont les 3 ouvrages que vous recommanderiez pour mieux comprendre ces sujets ? Wow. Alors, en ufologie, je m'orienterais vers Jacques Vallée. Je peux difficilement faire autrement. Il m'a beaucoup inspiré. Et son livre phare, c'est Passport to Magonia ou Chronique des apparitions extraterrestres. C'était un livre qui a beaucoup résonné en moi. Et je ne crois pas qu'en moi, parce qu'il fait le lien entre les apparitions d'aujourd'hui et les apparitions d'hier sous leurs diverses formes. Il y a une profondeur de réflexion, il y a une capacité à faire des passerelles entre différents sujets qui est totalement novateur à l'époque. Ce livre a peut-être 40 ans maintenant, hein, mais c'est vrai que c'est un livre iconique, vraiment en ufologie, très abordable, très intéressant. Ensuite, je pense peut-être pour le remote viewing à Russell Targ. Je crois qu'il est... Alors, je ne sais pas si c'était traduit, c'est que des livres en anglais, je suis désolé, mais je crois The Reality of ESP, donc la réalité des perceptions extrasensorielles, qui est un livre aussi de référence sur, pas que le remote viewing, mais en général tous les phénomènes psy. Et pour rester sur les phénomènes psy, il y a un chercheur que j'aime beaucoup, c'est Dean Radin. Dean Radin est vraiment chouette, très sympa. Il vulgarise très bien ses sujets. Et lui, il écrit pas mal d'ouvrages. Moi, j'ai bien aimé The Real Magic. Il a été traduit, je crois, par mon ami et préfacier Jocelyn Morisson, qui est journaliste scientifique. D'accord. Et il parle beaucoup de cette notion d'intentionnalité. Et qu'est-ce qui fait que des choses qui nous semblent magiques, en fait, ne le sont pas tant que ça, et s'ancrent dans une réalité scientifique. Donc ça, c'est les 3 ouvrages que je peux recommander. Parfait. Fabrice, quel message aimeriez-vous faire passer à quelqu'un qui a déjà expérimenté ces phénomènes, mais ne sait pas quoi en faire ? Qui a déjà expérimenté ces phénomènes. Je dirais qu'il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie de l'expérience humaine. Encore une fois, la réalité dépasse souvent la fiction. Et puis, il faut les accepter, les accueillir tels qu'ils viennent. Et puis, peut-être, si on en a le courage, les explorer. C'est pour ça que moi, je propose, à travers l'Académie de l'intuition, ces formations et ces projets autour du remote viewing pour expérimenter la conscience non locale. Je pense que la peur, au sens large, est le pire frein qu'un être humain puisse expérimenter dans le développement de son âme et dans son parcours ici sur Terre. Donc l'idée, c'est de se connaître. Connais-toi et tu connaîtras l'univers, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et se connaître, pour moi, on est sur Terre pour apprendre. On est là pour expérimenter, pour apprendre. C'est aussi apprendre dans la matière, bien sûr. Et puis, surtout, ne pas avoir peur et continuer malgré l'adversité. La vie n'est pas toujours facile, elle peut être dure, elle peut être cruelle, mais il faut s'accrocher, garder la foi. La foi est importante aussi. La foi au sens large du terme, pas dans le sens religieux, mais on dit que la foi déplace les montagnes. Donc, se cultiver, s'informer, c'est bien, mais c'est de loin pas suffisant. Après, il faut faire, être dans l'action. Et il y a des outils pour le faire. Et moi, ma mission, c'est de donner ces outils pour que les gens réalisent que la réalité est beaucoup plus fantastique qu'on imagine
et qu'au-delà de tout ce qui est mondain, du prosaïque, il y a une réalité sous-jacente et qui est proprement merveilleuse, que moi j'ai expérimenté et j'aimerais tout simplement le partager avec d'autres personnes. Ça me fait penser à Brel qui disait l'important c'est de faire les choses. Il avait raison, Jacques. Encore James. Jacques, cette fois-ci. D'accord, ok. Leonardo. Non. Encore un Jacques, mais pas Vallée cette fois. Et enfin, Fabrice, une question que je ne vous aurais pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose. Ah. J'aimerais que vous me demandiez si vous seriez d'accord de faire une séance de remote viewing pour expérimenter vous-même. Moi ? Bah oui, vous. On vient d'en parler, c'est dans le faire. Hein. Donc la question c'est, est-ce que moi, il faut que je vous demande à vous si je peux faire une séance de remote viewing avec vous ? C'est bien résumé. C'est ça Fabrice, est-ce que vous accepteriez de faire une session de remote viewing avec moi ? Ah, bien volontiers. Ben voilà. Écoutez, nous allons donc pouvoir conclure cette émission là-dessus. En tout cas, c'était un bonheur vraiment de vous écouter. Je pense qu'on a beaucoup appris et voilà, je vous souhaite un bel avion pour un retour chez vous en Suisse. Merci surtout de votre présence, Fabrice. Alors, merci pour l'accueil et ça sera pas en avion, ça sera en soucoupe volante. Oh waouh. Hey. Eh bien, bon voyage à vous. Merci. C'était The Paranormal Show, votre rendez-vous avec les mystères de notre temps. Abonnez-vous, soutenez-nous, nous avons besoin de vous.